Allez, let's go. Bon les loustiques, est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Ce soir, enfin, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, j'ai pour vous 3 histoires de fou dingue qui vont vous glacer le sang. Et franchement, je pense que vous n'êtes pas prêts. La première, elle va parler d'une rencontre très chelou sur Tinder, enfin vous m'en direz de nouvelles. Dans la seconde histoire, on va parler d'un urbex qui a mal tourné dans la ville de Roubaix, et big up aux Roubaisiens, c'est vraiment juste à côté de chez moi. Et pour la troisième histoire, une expérience totalement folle vécue par Michel, et je peux vous dire qu'après la troisième histoire, vous allez tous citer Michel dans les commentaires. Et franchement, je veux que vous ayez des frissons rien qu'à écouter ces threads d'horreur. Mais avant de démarrer, je voudrais faire une petite dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. On a passé le cap des 1000 abonnés il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Et moi, je vous vois que vous commentez pas mal, vous vous abonnez et ça me plaît parce que du coup, YouTube recommande mes vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs, vous êtes au top. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais on va prochainement recevoir sur la chaîne 3 personnes pour nous raconter des histoires qu'ils ont personnellement vécues. Et ça va vraiment être une dinguerie. Il y a un peu de paranormal, mais un peu d'histoire, un petit peu faits réels qui sont un peu incroyables. Et franchement, j'ai trop hâte de vous les présenter. Alors, j'ai pas vraiment de date officielle. Il faut qu'on organise tout ça avec du coup Lucie, mais je suis sûr que ce sera aux alentours de Noël ou début 2024. Alors oui, c'est dans longtemps, mais soyez patients car moi je serai toujours là pour vous bombarder de threads d'horreur. Alors maintenant stop, j'ai trop parlé, place à la première histoire d'horreur, c'est parti. Pour cette première histoire, on va partir à Paris dans le 93, rejoindre Lorraine. Alors Lorraine, c'est une célibataire de 26 ans qui a un métier si prenant qu'elle a très peu de temps pour rencontrer le grand amour. Elle travaille pour General Electric pour ceux qui connaissent et voyage donc à travers le monde pour organiser des réunions et des colloques. Alors pour ceux qui ne savaient pas comme moi, des colloques en fait c'est juste des sortes de débats entre collègues. Lorraine explique que son boulot lui prend vraiment beaucoup de temps car en moyenne elle est 5 mois par an loin de chez elle. Et donc forcément c'est compliqué pour elle de faire des rencontres et d'avoir une relation sérieuse. Maintenant que le contexte est posé, on rentre dans le vif du sujet. On est en avril 2014 et Lorraine vient de rentrer de Chicago. Le vendredi soir, elle organise chez elle une petite soirée avec 4 de ses copines, histoire de faire la fête et de passer du bon temps. Lorraine explique qu'elles se connaissent depuis très longtemps et elles font souvent ce genre de soirée entre filles. Sauf que cette fois, c'est un peu particulier parce que pendant la soirée, il y a une de ses amies qui n'arrête pas de parler de son nouveau copain. Il est gentil, il est attentionné, il fait la cuisine et s'occupe d'elle. Bref, tout l'inverse de moi. En gros, c'est le nouveau petit copain parfait que Lorraine aimerait tant. Alors Lorraine, elle dit qu'elle a trop de chance forcément et qu'elle aimerait trop rencontrer un nouveau mec comme lui aussi. Et c'est comme ça que ses 4 amis vont avoir la bonne idée de lui créer son profil Tinder. Bon, je rappelle pas ce que c'est Tinder, tout le monde connaît. Lorraine télécharge donc l'application Tinder et ses amis lui créent un profil avec plusieurs photos, une belle description et c'est parti. On va pas se le cacher, quand on est une fille sur Tinder, c'est beaucoup plus facile d'avoir des matchs. Et là, ça va pas rater du tout. Le lendemain matin, au réveil, Lorraine, elle ouvre Tinder et elle peut apercevoir 23 matchs. Donc sympa comme réveil. Mais malheureusement, la plupart des messages qu'elle a reçus sont des classiques comme « Salut, tu vas bien ? Tu veux pas qu'on apprenne à se connaître ?» etc. etc. Donc je vous fais pas un dessin, Lorraine, ça la motive pas trop, ça la démotive même d'être sur Tinder. Mais bon. Il faut savoir que finalement, au bout de 3-4 jours, elle reçoit un message qui est assez original d'un garçon qui lui plaît et a priori, il est un peu beau gosse, donc elle répond et vont même se mettre à discuter. Alors malheureusement, c'est une période où Lorraine a beaucoup de travail, donc elle voyage en permanence, mais ça n'a pas l'air de la gêner. Il lui dit qu'ils se verront quand elle pourra, il ne la brusque pas, et c'est vraiment ce que Lorraine espérait. Ils vont même échanger leurs réseaux sociaux et parlent régulièrement, que ce soit sur Facebook ou Instagram ou Snapchat, pour discuter plus facilement que sur Tinder. Et on va pas se le cacher, ça permet aussi à Lorraine d'en apprendre davantage sur ce garçon qui s'appelle François. La seule chose qui l'a fait tiquer un petit peu, c'est qu'il ne travaille pas actuellement, mais bon, pour Lorraine, c'est pas un problème. Elle a connu aussi des moments où elle n'avait pas de travail, donc rien d'alarmant. Finalement arrive le moment du premier rendez-vous et Lorraine explique qu'elle est plutôt stressée parce qu'elle a envie que ça se passe bien. Et surtout, ça fait un moment qu'elle se concentre sur sa carrière et qu'elle n'a pas eu de rendez-vous de ce genre, donc elle a aussi un peu perdu l'habitude de faire ça. Le soir donc arrive, ils se rencontrent dans un restaurant plutôt chic et la soirée se passe vraiment très bien. Il est drôle, intéressant, mignon. Lorraine explique qu'à ce moment-là, elle est sous le charme. Et là vient le premier hic. Au moment de payer, elle se dit comme il n'y a pas d'emploi, elle propose de payer l'addition. Il y en a pour à peu près 200 €, ils se sont fait plaisir. Donc elle trouve ça normal qu'elle s'occupe de régler le resto parce qu'il est au chômage tout simplement. Mais là, François refuse et dit c'est pour moi, je t'invite, il est galant, super. Bon, et après tout, c'est vrai, on peut avoir de l'argent de côté quand on bosse pas, mais c'est clair que Lorraine, elle trouve ça un peu bizarre. Puis François, du coup, va raccompagner chez elle
Lorraine en taxi et la laisse rentrer sans même tenter de finir la soirée avec elle. Ce qui lui fait plaisir à Lorraine car elle est contente de ne pas tomber sur un lourd. Mais de l'autre côté, elle est déçue parce qu'elle aurait bien aimé continuer la soirée avec. Et par la suite, ils vont se revoir pendant plusieurs mois. Et à chaque fois, Lorraine nous dit qu'elle passe un excellent moment avec François. Alors petit détail, il faut savoir qu'il ne se voit jamais chez François. C'est toujours dans des lieux publics, dehors ou même chez Lorraine. Mais c'est vraiment jamais chez François et Lorraine au début, ça la dérangeait pas trop. Mais petit à petit, elle comprend pas trop pourquoi il ne la laisse jamais venir chez lui. Et elle trouve l'excuse de François un peu bidon, parce que François, il dit qu'il vit dans un petit studio, dans un piteux état, et que comme il n'a toujours pas de travail, il est obligé de rester là-bas. Il va même expliquer, voire même inventer à Lorraine que les toilettes et les douches, ils sont communs avec d'autres locataires, et clairement, c'est quelque chose qu'il a honte. Et Lorraine, tout comme vous, ne comprend pas comment François peut payer un resto à 200 balles, mais pour autant vivre dans un tout petit studio délabré. Bon, après, l'histoire continue d'après Lorraine, c'est simplement quelques mois plus tard, au bout de 5-6 mois, nous dit Lorraine, qu'elle va lui proposer de passer quelques jours ensemble pour voir s'ils pourraient vivre ensemble et s'installer ensemble par la suite. Une sorte de gros test. Et ça tombe bien parce que Lorraine ne travaille pas durant les 2 prochaines semaines, donc c'est le moment idéal pour passer du temps ensemble. Et François, il trouve ça super cool. Il est trop content, il arrive donc chez elle avec un sac de voyage et quelques affaires. Ils vont beaucoup sortir, beaucoup aller au restaurant et au cinéma et se faire des soirées dans des bars. Et c'est toujours François qui paye. Et Lorraine n'a toujours pas oublié que lui, il n'a pas de travail, donc il n'a pas d'argent. Donc quand Lorraine lui demande où il trouve l'argent, il répond simplement qu'il a reçu un héritage de son grand-père il y a quelques années et qu'elle n'a pas à s'en faire de l'argent. Alors franchement, ok, ouais, ça tient debout, bonne excuse. Et Lorraine explique que les 3 premiers jours se passent à merveille, sauf que le matin du 4e jour, alors que François est sous la douche, Lorraine, elle aperçoit dans son sac, qui est resté ouvert sur le côté, une sorte de grand étui rouge, un peu chelou avec un ruban rose. Elle se dit que c'est peut-être un cadeau pour elle, donc la curiosité la pousse donc à sortir l'étui, qui est étrangement lourd. Mais lorsqu'elle défait le nœud, l'étui s'ouvre et c'est en fait un set complet de couteaux. Il y a donc sur son lit une sorte de quinzaine de couteaux, d'instruments, d'outils qui viennent du sac de son copain. Et là, vous pouvez vous dire que c'est un set de couteaux de cuisine tout neuf qui peut effectivement être offert en cadeau. Mais non, Lorraine, elle décrit ce set de couteaux et ça fait froid dans le dos. Elle dit qu'on peut y voir ce qui s'apparente à du sang séché un petit peu sur les couteaux. Alors je le précise, il n'y a pas vraiment que des couteaux, c'est plein de petits outils qui pourraient, de la première vue, servaient à la cuisine, mais en fait, on va découvrir que c'est pas du tout ça. Parce que pire encore, elle va voir des outils très pointus qu'elle n'a jamais vus de sa vie et clairement, on est plus sur des instruments de torture, on y vient, plutôt que des ustensiles de cuisine. Lorraine, elle se met à paniquer, elle a des sueurs froides et je pense que c'est une réaction tout à fait normale quand on voit une sorte de set de cuisine, je vais appeler ça un set de couteaux, mais d'instruments de torture avec du sang séché dessus, etc. Et il faut savoir que François, il a fait ce sac exprès pour venir la voir. C'est essentiellement des affaires qu'il a pris de chez lui pour s'installer chez Lorraine. Donc pourquoi y avoir apporté un étui de ce genre ? Enfin même, tout simplement, pourquoi avoir ça ? Je pense que n'importe qui regarde cette vidéo n'a pas ça chez lui. Elle se dépêche donc de refermer l'étui sans faire de bruit et de le replacer dans son sac. Lorraine, elle est encore sous le choc, et c'est normal, elle a le réflexe de prendre son sac, de sortir de l'appartement et file en direction de la maison de ses parents, qui se trouve à une bonne demi-heure en métro. Et Lorraine, durant tout le trajet, elle se pose des questions. Elle est sous le choc et elle s'imagine tous les scénarios possibles dans sa tête. Est-ce que c'est un souvenir de son grand-père qui lui a transmis son héritage ? Ou est-ce que ce François, ce garçon si beau, si propre sur lui, ne cacherait-il pas quelque chose ? À ce moment-là, Lorraine, elle a trop peur et elle est en flip total, surtout qu'elle va recevoir un message qui va lui glacer le sang. Ce message, c'est bien sûr François qui va l'envoyer et ce message, c'est « Je t'attends, tu es où ?» Et je sais pas vous, mais si j'étais Lorraine, je peux que m'imaginer ce mec attendre debout en plein milieu du salon avec tous ses instruments de torture étalés sur le sol. Et Lorraine, dans le métro, elle a 2 doigts limite de perdre connaissance tellement elle est pas bien en fait d'imaginer ça. Lorraine, elle arrive chez ses parents et raconte les énormes doutes qu'elle a sur son nouveau petit copain. Et vous l'aurez deviné, le père de Lorraine, lui, il est hors de lui et veut directement se rendre à l'appartement de Lorraine pour dégager ce mec. Ah ouais, franchement, on rigole pas avec le père de Lorraine et c'est normal. Et clairement, c'est ce qu'ils vont faire. Les parents de Lorraine sortent la voiture et foncent en plein Paris jusqu'à l'appartement de Lorraine. Et devinez quoi ? Arrivé sur place, personne de l'appartement. François a complètement disparu, ses affaires ne sont plus là, et il y a un détail qui va bouleverser Lorraine, c'est de voir que dans sa chambre, il y a le petit ruban rose qui était accroché à l'étui, qui se trouve au pied de son lit. Et sur son lit, elle y voit une grande lame accrochée, toute neuve et un petit mot,
celui-ci, je le garde pour toi. Et c'est comme ça que va se finir l'histoire de Lorraine qui n'entendra plus jamais parler de ce mec malgré le fait qu'elle ait immédiatement porté plainte auprès de la police. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ce mec demeure à ce jour introuvable. Alors vous vous doutez bien qu'il s'appelait certainement pas François, il habitait certainement pas dans un petit studio, mais bref, Lorraine explique qu'elle est traumatisée car elle a vécu presque 6 mois en couple avec un mec qui n'était pas vraiment ce qu'il prétendait être. Et surtout Lorraine, en fait, elle en reste traumatisée. Elle est sûre que durant les 2 semaines, il serait forcément passé quelque chose de terrible pour elle. Donc vous l'imaginez bien aussi, Lorraine, elle a supprimé son profil Tinder depuis et elle est retournée chez ses parents. Elle a même entamé les démarches pour vendre son appartement car pour elle, c'était plus possible de passer une minute seule chez elle. Elle aurait trop peur que ce mec débarque ou surgisse de nulle part et s'en prenne à elle. Bon, on a démarré cette vidéo avec une histoire qui est plus que creepy. Maintenant, si vous êtes prêts, on passe à la seconde histoire. Et n'oubliez pas, la dernière histoire, c'est peut-être la meilleure de cette vidéo, c'est celle de Michel. Et je vous l'ai promis, je suis sûr et certain que tout le monde en commentaire va commenter Michel, tellement son histoire est incroyable. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, place à la seconde histoire et celle-ci va clairement vous donner l'envie de visiter un lieu abandonné. Ou pas en fait. On parle ici de l'histoire de Sébastien qui a fait un subreddit spécial et le truc dingue, c'est que cette histoire se passe à Roubaix et effectivement, comme j'habite pas loin, il se passe parfois des trucs chelous là-bas. Alors vraiment très chelous. Et maintenant que c'est dit, je voudrais vous mettre dans le contexte. Cette histoire se déroule dans un hôpital abandonné. Imaginez déjà le flip, ceux qui ont déjà fait de l'urbex ou ceux qui ont visité des lieux creepy abandonnés, vous devez connaître cette ambiance et là vous allez pas être déçus. Donc l'histoire commence le samedi 25 août 2021 et à ce moment-là, Sébastien, on va l'appeler Seb, il a 22 ans. Seb, il appelle un ami à lui pour prendre des nouvelles. Et cet ami, c'est Quentin. Et Quentin, il est censé passer la soirée avec Seb et un autre ami qu'on appellera Brian. Donc, c'est naturellement qu'ils s'appellent pour préparer leur soirée. Donc, Quentin répond au téléphone et il propose pour la soirée d'aller sur Roubaix car il a entendu parler d'un endroit abandonné qu'il aimerait bien explorer. Sébastien, lui, il est trop motivé à l'idée de faire de l'urbex et faire de l'exploration avec son meilleur ami. Donc, il accepte sans hésiter. Vers 18h, Seb arrive donc à Roubaix et il rejoint Quentin. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais leur ami Brian, lui, ne le rejoindra que plus tard, vers 20h. Quentin, il emmène ensuite Seb devant un énorme bâtiment qui semble complètement abandonné. Et oui, c'est l'ancienne maternité de Roubaix. Et pour Quentin et Sébastien, c'est le paradis devant eux. Il y a vraiment une maternité et un hôpital qui est vraiment similaire. Enfin, pour avoir déjà du coup été, pour vous donner une image, il y a vraiment la maternité et l'hôpital qui est à côté. Il y a des vitres cassées, les murs sont abîmés et l'intérieur des pièces a l'air ultra sombre vu de l'extérieur. Moi, personnellement, je trouve ça trop bien, ce genre d'exploration, ce genre d'urbex. Et dites-moi si vous aussi en commentaire, c'est quelque chose qui vous attire. On reprend l'histoire, du coup, Quentin, il explique que c'est une maternité abandonnée depuis un peu plus de 4 ans et que juste à côté de la maternité, il y a un hôpital qui lui aussi est abandonné. Et du coup, j'ai vérifié, oui, cet endroit existe bien vraiment à Roubaix et il y a même mon frère qui est né il y a des années là-bas. Clairement, les deux amis, ils sont jeunes, ils aiment l'adrénaline et ils ont juste envie de s'amuser. Donc, ils décident de pimenter un peu leur début de soirée en rentrant dans cette maternité abandonné. Donc il précise qu'il visite les lieux alors qu'il fait encore jour et que l'intérieur du bâtiment est finalement assez bien éclairé grâce au soleil, donc les amis n'ont pas vraiment peur. Du coup, tout se passe bien, il est à peu près 19h30, 20h, et les deux amis doivent partir pour rejoindre Brian. Et au passage, oui, on est d'accord, Brian c'est vraiment un prénom typique du nord de la France. À 3, ils décident d'aller manger et Sébastien explique que lorsqu'ils mangent, ils discutent entre eux de ce lieu abandonné qu'ils viennent de visiter et ils se disent que de nuit, ça doit être quand même beaucoup plus flippant. Et en plus de ça, Brian a l'air d'avoir vraiment envie de découvrir aussi ce lieu. Clairement, Brian, il passe souvent devant, mais il n'a jamais osé y aller seul et encore moins de nuit. Donc après une longue discussion, ils décident de se chauffer pour y retourner tous les trois une fois la nuit tombée. Alors pas sûr que ce soit le meilleur des plans, car Roubaix la nuit, c'est pas toujours super safe quoi. Donc là c'est bon, il est 21h, il fait très sombre et Seb explique qu'arrivé devant la maternité, il a tout de suite senti que l'ambiance était beaucoup plus sombre et beaucoup plus pesante. Rien à voir avec leur excursion quelques heures auparavant. Donc là pour commencer, ils visitent d'abord l'hôpital qui est situé à quelques pas de l'ancienne maternité et tout naturellement ils sortent leur téléphone pour utiliser les flashs comme lampe torche. Pendant les premières minutes, tout se passe bien, c'est même drôle pour Sébastien et Quentin qui voient Brian qui est pas du tout à l'aise car c'est sa première fois qu'il fait de l'exploration ou de l'urbex et ça je trouve ça génial, c'est comme quand tu vas voir un film d'horreur
et que tes potes ils ont trop peur, ils ont plus peur que toi, bah moi je sais pas, mais moi ça me fait avoir encore moins peur. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Sébastien explique que dans l'hôpital, il y a vraiment rien de fou, donc il se dirige assez rapidement vers la maternité, car a priori les sous-sols la nuit, c'est incroyable. Bon, je crois qu'on n'a pas la même définition du incroyable. Sauf que tout va pas se passer comme prévu à la maternité. Dès qu'ils arrivent à l'entrée, à peine ont-ils posé leurs pieds dans le hall, qu'ils entendent des bruits de pas dans les couloirs à l'étage. Alors je précise, pour y avoir déjà été quand c'était encore ouvert, il y a à peu près 3 étages de mémoire. Il y a 2 ou 3 étages. Et là, les 3 amis, ils ne bougent pas et ils écoutent attentivement les personnes, le type de personne qui peut être dans la maternité. Alors là, faut imaginer la scène. Vous voyez une bande de jeunes qui est mobile dans le noir, dans une maternité abandonnée, en mode mi-détective, mais mi-effrayé quand même. Parce que oui, il y a l'air d'avoir des autres visiteurs dans le bâtiment, et qui connaît leur intention. Et Sébastien remarque que les bruits sont de plus en plus proches, comme si les personnes se dirigeaient vers eux. Alors, ils entendent même courir dans l'escalier, et l'angoisse monte d'un coup. C'est assez stressant d'entendre ça, mais ils se disent que ça doit être une bande de jeunes comme eux, qui ont le goût de l'aventure, ou un truc comme ça. Et en soi, quand on fait de l'urbex, ou qu'on visite des lieux abandonnés récemment, c'est presque normal de croiser d'autres curieux. C'est juste qu'on ne sait jamais si les intentions sont bonnes, ou si elles sont mauvaises. C'est comme partout. De toute façon, les 3 garçons, eux, ils veulent aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol, pour se donner un maximum de frissons, donc très peu de chances de croiser les autres visiteurs. Du coup, ils se dirigent en direction de l'escalier qui mène au sous-sol et descendent petit à petit tout en éclairant avec leur lumière de téléphone. Alors je précise quand même que pendant l'après-midi, Seb et Quentin n'étaient pas descendus au sous-sol. Et au sous-sol, grâce à leur lampe torche, ils voient que tout est retourné, c'est un vrai bordel selon Seb. Donc tous les 3, ils poursuivent leur exploration dans le sous-sol jusqu'à arriver de l'autre côté de la maternité. Alors je vous explique, elle est tout en long comme ça, et ils ont démarré ici, et en fait, ils se retrouvent maintenant à peu près ici, à l'opposé du hall d'entrée qui se retrouve à gauche. Et arrivés au bout, pour eux c'était génial, ils ont vu pas mal de choses, c'était incroyable. Ils vont pour remonter l'escalier et qui les amènera du coup au rez-de-chaussée. Mais à ce moment-là, ils entendent quelques mètres derrière eux des bruits de verre comme si quelqu'un marchait dessus. Les bruits ils proviennent d'environ une dizaine de mètres de Sébastien et de ses amis. Du coup, ils éclairent avec leur flash, mais ils ne voient rien. Par contre, et ça fait froid dans le dos, ils entendent une respiration pas très loin d'eux. Ils sont alors terrifiés et Brian va demander s'il y a quelqu'un, mais rien, pas un bruit. Nos amis donc se dirigent assez rapidement vers l'escalier et quand tout à coup, alors qu'ils sont en haut de l'escalier, ils entendent des pas de plus en plus forts, de plus en plus rapides qui proviennent du bas des escaliers. Nos 3 amis vont se retourner, ils vont pointer leur flash en direction du bas des escaliers et vont voir apparaître un homme aux cheveux longs courir vers eux. Seb explique que ça a duré une demi-seconde avant qu'ils fassent tous demi-tour et fassent le plus gros sprint de leur vie en direction du hall d'entrée pour sortir de là. Et ils sortent de la maternité, vont se mettre derrière une voiture, puis observent en direction de la maternité. Et là, ce qu'ils voient les choque, parce qu'ils voient un homme d'une 40aine d'années environ, cheveux gras, très sales sur lui, sortir de la maternité avec ce qui s'apparente à une grosse barre de fer. Alors heureusement pour Seb et ses amis, ce type n'a pas vu où ils étaient cachés, et c'est au bout de quelques secondes seulement que l'homme repart en direction de la maternité et disparaît de leur champ de vision. Après ça, Seb et ses potes ne sont plus retournés dans cette maternité, et franchement, c'est normal. Mais à ce jour, ils se posent plein de questions et vous allez m'aider à trouver la réponse. Est-ce que les bruits de l'étage provenaient de ce type qui était descendu du coup dans le sous-sol avec eux, ou, et moi j'aime bien cette théorie-là, est-ce que le mec était déjà dans le sous-sol et ils sont passés devant lui sans le remarquer, et c'est après qu'il s'est senti peut-être agressé ou quoi, c'est peut-être un squatter qui a voulu entre guillemets les chasser. Et c'est surtout ça la question, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il s'est mis à les suivre tout doucement, puis ensuite courir après avec une barre de fer? Alors malheureusement, on ne saura pas plus sur cette histoire, et c'est vraiment dommage, mais pour ceux qui habitent dans le nord de la France, je veux bien venir avec vous pour aller voir cette maternité abandonnée, mais perso, encore une fois, j'irai pas solo. Bon, je vous l'avoue, là je suis très content de raconter cette histoire, parce qu'elle est juste incroyable. Bon, on est à la 3e et dernière histoire et on va aborder une mécanique qu'on n'a jamais vue sur la chaîne et ça me fait trop plaisir de vous la partager. Mais préparez-vous car c'est franchement badant ce qu'a vécu notre protagoniste. Et notre protagoniste, qui c'est? C'est Michel, un homme d'une 60aine d'années qui est à la retraite mais qui continue à travailler en tant que chauffeur Uber pour arrondir ses fins de mois. Michel indique qu'il travaille régulièrement mais sans se donner d'horaire fixe. Il fait ça comme on dit pour combler sa retraite, mais surtout il fait ça pour voir du monde et discuter avec de nouvelles personnes tous les jours. Alors oui, je l'ai pas précisé, mais Michel est veuf et donc se sent souvent seul sans sa femme, donc il comble, on va dire, le manque par ça. Donc Michel, quand il a du temps libre, il ouvre son application Uber et se met en ligne pour travailler quelques heures. Il explique aussi qu'il habite près de Paris et qu'il se retrouve souvent en plein centre de Paris car c'est là qu'il y a le plus de courses à faire. Et ça fait donc plusieurs années que Michel a sa petite routine et que tout se passe super bien. Il dit que c'est vraiment cool de rencontrer tout type de personnes, même si parfois il tombe sur des personnes qui ne décrochent
pas un mot lors de la course. Mais bon, Michel, il aime bien quand même, ça lui permet de ne pas être seul, donc c'est ok pour lui. Et il faut savoir aussi une chose importante, c'est que Michel a l'habitude de travailler jusqu'à 20h, 21h grand max, c'est tout. Un soir d'hiver, il s'avère que notre ami Michel va vivre un véritable cauchemar sur l'application Uber. Et pour une fois, c'est pas un client, mais du coup un chauffeur qui va vivre une très mauvaise expérience. Et c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien que cette histoire soit différente de ce qu'on voit très souvent. Mais bon, trêve de banalité, on reprend. On est alors en hiver, il est 20h45. Michel décide qu'il va faire une dernière course, puis ça sera fini pour aujourd'hui. Michel accepte donc sa dernière course. Il arrive donc à l'adresse pour récupérer une personne, sauf que c'est pas une personne qui attend sur le trottoir, mais 3 hommes. Et pas 3 petits bonhommes, c'est vraiment 3 hommes qui sont bien carrés. Bon, ça arrive de récupérer plusieurs personnes, donc après tout, pourquoi pas, ça choque pas vraiment Michel, sauf qu'il a vraiment un mauvais feeling à ce moment-là. Et vous savez, des fois, il y a des personnes, on les sent tout simplement pas. Bon, malgré tout, tout se passe bien au début, même si Michel il tente de leur parler, mais il n'y a aucune des 3 personnes qui leur répond. Donc vraiment, l'ambiance pas trop cool, quoi. Et en même temps, il entend qu'ils se parlent entre eux dans une langue qu'il ne connaît pas, et lui, il aime pas trop, c'est pas vraiment sympa, il est un peu mis de côté. Alors c'est sûr, un chauffeur Uber, c'est pas là pour faire la discussion, mais je trouve ça pas très respectueux. Et Michel explique qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est ni de l'anglais ni de l'espagnol, parce que c'est les seules langues qu'il maîtrise, et il sait que c'est pas ça comme langue. Mais ça va pas s'arrêter là. Michel, déjà, il voit que la destination à laquelle il doit amener les hommes, elle est très loin hors de Paris. Et pire encore, il n'a jamais été là-bas, tout simplement car c'est un quartier qui n'a pas forcément une bonne réputation. Donc mi bout à bout, Michel il commence à regretter un petit peu d'avoir pris la course, il passe pas la meilleure course Uber de sa vie. Et de plus, plus les minutes passent, car oui, il y a bien 25 minutes pour arriver à la destination, les 3 hommes, eux derrière, ils rigolent très souvent entre eux, ils parlent encore une fois dans leur langue, et ils se sentent vraiment pas à l'aise. Et c'est toujours dans une langue étrangère. Et encore une fois, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je suis dans un Uber, que ce soit à l'étranger ou en France, je parle toujours la même langue que le conducteur, par respect. Parce que je trouve ça un peu déplacé, en fait, de faire des conversations privées alors qu'il y a un chauffeur qui est là. Bon, peut-être que je suis un peu vieille école, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, je comprends, moi, Michel qui se sent mal à l'aise, en fait. Et là, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Une fois arrivé à destination, Michel remercie poliment les 3 hommes et les invite à descendre, sauf que les 3 hommes ne bougent pas. L'ambiance se dégrade encore plus, et pire encore, les 3 hommes demandent à Michel de les déposer un peu plus loin, sinon il mettra une très mauvaise note sur Uber. Et ouais, ça franchement, ça agace vraiment qu'un client se sente tout permis. Alors vous l'aurez compris, moi je kiffe Michel dans l'histoire et vous allez voir par la suite, à la fin de l'histoire, pourquoi je le kiffe vraiment. Michel va refuser parce qu'il est passé 21h, il a fait sa course, il veut rentrer chez lui et en plus il n'y a aucune obligation de le faire. Il l'a déposé où est-ce que l'application lui a dit de les déposer, donc c'est tout. Et là l'ambiance se dégrade davantage, les 3 hommes s'énervent et l'insultent de tous les noms. Et Michel raconte quand même que grâce à la vitre en plexi qu'il a mis entre l'avant et l'arrière de sa voiture dû au Covid, ça l'a certainement aidé à pas prendre des coups car il devenait de plus en plus agressif et violent. Et suite à ça, Michel il dit qu'il va les conduire là où ils veulent. En même temps, il n'a pas vraiment le choix, il est face à 3 hommes qui sont très menaçants. Donc il se dirige au bout de la rue vers un endroit qui est très sombre et clairement il sent que c'est la fin pour lui. Il sait pas ce que veulent les 3 hommes et c'est certainement pas du bien. Et là préparez-vous parce que Michel il a un courage de malade et c'est pour ça que je le kiffe. Il a pas envie de subir ce que les hommes ont prévu de lui faire, donc il met un gros coup de volant, ce qui va surprendre les 3 passagers derrière et il fonce et s'encastre dans une voiture. Et là bingo, l'alarme de la voiture qui s'est fait encastrer se met à sonner, ce qui est une bonne chose car des voisins vont sortir de chez eux pour voir ce qui se passe. Et puis Michel, comme il a anticipé le coup de volant, il a pu mieux amortir le choc et sort donc très vite de la voiture et fonce loin de la voiture. Alors je rappelle que c'est un soixantenaire, donc disons qu'il marche vite, mais a priori il avait l'air d'être en forme quand même. Par chance, il voit un night shop pas très loin, donc décide de le rejoindre. Et heureusement pour lui, il va tomber sur un vendeur qui va prendre soin de lui, qui va le prendre en charge, et ils vont même appeler la police qui va rapidement arriver sur les lieux. Franchement, big up à Michel qui, malgré l'âge, a fait preuve de courage et d'une force de caractère qui peut en faire rougir plus d'un. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien la police est donc arrivée sur les lieux, ils ont retrouvé la voiture de Michel avec les portières grandes ouvertes, mais malheureusement aucune trace des 3 hommes à l'intérieur de la voiture. Et jusqu'à ce jour, Michel n'a laissé aucune autre indication. Donc on ne sait pas s'ils ont été retrouvés via la réservation Uber, même si on doute que c'était avec un téléphone volé selon Michel. Mais c'est pas tout, je voudrais vous parler une dernière fois de l'homme le plus courageux de cette vidéo. Michel. Et d'ailleurs, je pense qu'après, ce que je vais vous dire, ce serait cool que chacun mette en commentaire le nom Michel, comme j'ai dit en début de vidéo. Pour moi, il faut juste respecter son courage. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il regardera son propre thread d'horreur, là maintenant. Et donc, dernière chose, Michel a expliqué que malgré cette mésaventure, il n'a pas supprimé Uber et a repris les courses après avoir réparé sa voiture, car pour lui, s'il arrêtait, ce serait un synonyme d'échec. Donc, bravo Michel. Waouh les amis, j'espère que vous avez apprécié cette dernière histoire. Moi, je la trouve dingue et je trouve qu'il y a eu énormément de courage. C'est juste un exemple à suivre. Chapeau. Et les loustiques, là, c'est l'heure pour moi de vous laisser. J'ai besoin de dormir un peu. Profitez bien de mes autres vidéos si c'est pas déjà fait. En tout cas, merci. Merci à vous d'être là. Bisous. On se dit à la semaine prochaine.
Ciao.